Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite. Quelque chose vient de se produire au Moyen-Orient dont le Pentagone ne parle pas, et ce silence dit à lui seul tout ce qu'il faut savoir. Apparemment, la nouvelle doctrine, c'est que si le briefing reste assez vague, la réalité finira peu être par oublier de se présenter. Le tableau est le suivant. La machine militaire la plus puissante de l'histoire humaine, celle qui a dépensé des milliers de milliards de dollars pour bâtir des bases avancées, des groupes aéronavals, des avions furtifs et les systèmes de défense aérienne les plus sophistiqués jamais conçus, retire maintenant discrètement son personnel de ces bases et met en place des opérations de combat à distance depuis des chambres d'hôtel dans des villes européennes. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas un entraînement, mais du vrai combat géré sur Zoom depuis un Marriott quelque part en Allemagne. C'est ce que le New York Times vient de rapporter. Si ce seul détail ne pousse pas les gens à s'arrêter et à remettre en question tout ce que le récit officiel dit sur la façon dont cette guerre se déroule, alors rien ne le fera. À force de parler de puissance inégalée, mener une guerre depuis un hôtel commence à ressembler moins à une domination qu'à une improvisation très coûteuse. Voici ce qu'on ne dit pas à la télévision. Les États-Unis et Israël ont lancé cette offensive contre l'Iran le 28 février, convaincus que ce serait réglé rapidement. Quelques jours peut être une semaine. La Central Intelligence Agency et le Mossad ont tous deux fait circuler des évaluations internes selon lesquelles le régime se fracturerait sous la pression, que l'armée iranienne hésiterait et que la volonté politique à Téhéran s'effondrerait avant les munitions. 4 semaines plus tard, chacune de ces évaluations a volé en éclats. L'Iran a maintenant lancé 84 vagues distinctes de frappes de représailles, 84 en 28 jours. Cela fait 3 opérations majeures coordonnées chaque jour, sans interruption, sans pause et sans le moindre signe visible de ralentissement. La 84e vague a frappé des cibles qui vont fondamentalement changer la façon dont cette guerre sera menée à partir de maintenant. Il s'avère que mission accomplie est plus facile à imprimer sur une bannière qu'à démontrer sur un champ de bataille. Ce qui compte, c'est la façon dont ces éléments s'assemblent, parce que la couverture dominante continue délibérément de les garder séparés. Les avions ravitailleurs, le porte-avions, les centres de commandement installés dans des hôtels, les aveux des États du Golfe, le silence de Washington. Lorsqu'on les voit ensemble, l'image qui apparaît n'est pas celle qu'on vend au public. Une fois cette image devenue claire, il est impossible de ne plus la voir. Et une fois les pièces alignées, la version des conférences de presse commence à ressembler à du théâtre avec un meilleur éclairage. Le premier point de départ, c'est ce que l'Iran vient d'annoncer. Parce que si cela se confirme, et que des sources crédibles s'orientent déjà vers une confirmation, il s'agira de l'action militaire la plus lourde de conséquences de tout ce conflit. Le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran a diffusé des images et une déclaration officielle affirmant avoir détruit plusieurs avions américains de ravitaillement en vol et causé d'importants dommages structurels aux installations de soutien de la base aérienne d'Al-Udeid en Arabie Saoudite. S'il n'est pas immédiatement évident de comprendre pourquoi les avions ravitailleurs comptent davantage que les avions de chasse, l'explication est simple. Un avion de chasse sans ravitailleur, c'est un sprinter sur une piste trop courte. Il peut aller vite, il peut frapper fort, mais seulement sur une portée limitée avant de devoir faire demi-tour et rentrer. Les avions citernes sont ceux qui transforment ces sprinters de courte portée en instruments de projection de puissance à longue distance. C'est grâce à eux que les États-Unis peuvent lancer des missions de combat depuis une base dans le Golfe et atteindre des cibles profondément à l'intérieur d'un pays de la taille de l'Iran. Sans eux, tout ce concept opérationnel s'effondre. Les avions ne disparaissent pas, mais ils deviennent nettement moins dangereux et nettement moins utiles pour des opérations offensives soutenues. Aucun slogan ne peut ravitailler un avion, peu importe à quel point on le répète fort au pupitre. Et c'est là que la situation devient encore pire. C'était pas la première fois qu'Al-Udeid était frappé. Le Wall Street Journal, citant un responsable américain, avait déjà rapporté il y a des semaines que 5 avions américains de ravitaillement basés, là, avaient été endommagés lors d'une frappe iranienne antérieure. La version officielle, à l'époque, parlait de dégâts contenus, de réparations en cours, d'un retour en service imminent. Ces avions n'ont jamais bougé. Ils sont restés dans les mêmes hangars, aux mêmes positions vulnérables, pendant que les équipes de réparation travaillaient dessus. L'Iran, qui observait apparemment chaque étape, a attendu puis a frappé de nouveau. Les mêmes avions, le même endroit pour terminer le travail, retour en service bientôt, devient souvent une formule très souple une fois les caméras sorties de la pièce. Une telle patience, un tel niveau de surveillance à l'intérieur de ce qui est censé être l'installation américaine la mieux protégée de la région du Golfe, pointe vers une capacité de renseignement qui dépasse largement ce que l'Iran devrait théoriquement posséder à lui seul.
Des responsables américains et plusieurs grands réseaux avancent déjà une explication, la Russie. L'argument est que Moscou fournit à l'Iran des données de ciblage en temps réel, des images satellites et des systèmes d'armes avancés par le corridor de la Caspienne. Quand on examine la précision de ces frappes, leur exactitude, leur synchronisation, le choix précis des cibles de grande valeur, cette explication devient difficile à écarter. La Russie a toutes les raisons stratégiques de voir la portée militaire américaine se dégrader dans ce théâtre. Le coût pour Moscou est minime. Le bénéfice est énorme. Mais l'histoire des ravitailleurs n'est que la moitié de ce qui s'est produit dans cette même fenêtre opérationnelle. Simultanément, pendant que le corps des gardiens de la révolution islamique frappait Al-Udeid, l'armée régulière iranienne a lancé une frappe coordonnée de drones contre l'unité militaire israélienne 6900 dans la région de Tel Aviv. L'importance de l'unité 6900 est immense. Il ne s'agit pas d'une unité de combat de première ligne. C'est le centre névralgique logistique et de commandement de l'ensemble de l'armée de l'air israélienne. Elle gère le transport aérien, les chaînes d'approvisionnement, les réseaux de maintenance et surtout elle supervise aussi les opérations israéliennes de ravitaillement en vol. Dans un même laps de temps coordonné, l'Iran a frappé l'ossature du ravitaillement aérien des États-Unis et le principal centre logistique aérien d'Israël. Ces deux cibles ont un même rôle stratégique. Elles contrôlent la portée. Elles contrôlent la capacité de projeter la puissance aérienne sur de longues distances et de la soutenir dans le temps. L'Iran ne cherche pas à abattre chaque avion dans le ciel. Ce serait lent, coûteux et au final inefficace. Il coupe plutôt les lignes d'approvisionnement. Il détruit l'infrastructure qui rend possible, en premier lieu, des campagnes aériennes prolongées. C'est l'équivalent stratégique du fait d'ignorer les soldats au front pour aller directement frapper les camions qui leur apportent carburant, nourriture et munitions. Affamer la machine, et les soldats cessent de se battre d'eux-mêmes. Voilà le problème quand on vend l'invincibilité comme une marque. La logistique, elle, continue d'exister dans le monde réel. C'est une doctrine que l'Iran a manifestement développée et raffinée pendant des années en étudiant les dépendances militaires américaines. La projection de puissance à partir de bases éloignées exige une chaîne de systèmes de soutien. Ravitailleurs, centres logistiques, infrastructures de communication, installations de maintenance. Briser assez de maillons de cette chaîne et l'ensemble du système perd sa cohérence. Les États-Unis ont passé des décennies à optimiser précisément ce type de domination aérienne à longue portée. L'Iran a passé ce même temps à étudier précisément comment la démonter. Le porte-avions est l'endroit où la version officielle cesse d'être seulement incomplète pour devenir franchement difficile à croire. L'Iran a affirmé qu'un missile de croisière avait frappé le USS Abraham Lincoln. Cela aurait déjà été une nouvelle énorme en soi. Mais Donald Trump est ensuite intervenu pour corriger le compte-rendu, et ce faisant, il a accidentellement révélé quelque chose de bien plus alarmant que ce qu'avait affirmé l'Iran. Quand la ligne de rattrapage crée un désordre plus grand que le rapport initial, c'est généralement le signe que le script perd le contrôle. Trump a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'un seul missile, il s'agissait de 101 missiles tirés contre le groupe aéronaval. Tous, a-t-il insisté, auraient été interceptés. 101 missiles, aucun n'aurait franchi les défenses. Cette affirmation oblige à accepter quelque chose d'extraordinaire. Les attaques de saturation par missiles sont précisément conçues pour submerger les systèmes de défense en lançant plus de projectiles que la défense ne peut simultanément suivre, engager et détruire. Tous les experts de la guerre navale, tous les analystes de défense, toutes les études publiées sur la saturation des défenses antimissiles disent la même chose. À partir d'un certain volume, certains passent toujours. Un taux d'interception de 100% contre une salve de 101 missiles n'est pas seulement improbable. Il n'a aucun précédent historique dans toute l'histoire connue de la défense antimissile navale. Mais, dans la logique du message à la Trump, l'arithmétique est souvent traitée comme un témoin déloyal. La caméra a saisi le visage de Marco Rubio dans cette pièce pendant que Trump parlait. C'était l'expression de quelqu'un qui regardait le script officiel se faire déchirer en direct par la personne même qui était censée le lire. Certains moments de presse relèvent moins du réconfort que du moment précis où le personnel découvre le titre en même temps que tout le monde. Pendant ce temps, les États du Golfe confirment discrètement certaines pièces du tableau que Washington préférerait laisser dans l'ombre. L'Arabie saoudite a admis avoir intercepté 33 drones, mais a concédé que certaines frappes avaient tout de même franchi ses défenses. Les Émirats arabes unis ont signalé des victimes civiles causées par des débris de missiles tombés à Abu Dhabi. Le Koweït a reconnu avoir stoppé certaines menaces entrantes, mais pas toutes. 3 États du Golfe alignés sur les États-Unis, qui hébergent tous des installations militaires américaines, admettent maintenant publiquement que des frappes iraniennes pénètrent leur espace aérien. Ce sont des pays qui ont toutes les raisons politiques de minimiser les aveux de vulnérabilité.
Le fait qu'ils en disent autant laisse croire que la réalité sur le terrain est nettement plus grave que ce qui est officiellement rapporté. Quand même des gouvernements alliés commencent à paraître plus francs que les fabricants de manchettes à Washington, l'écart n'est plus subtil. Puis il y a le silence de Washington lui-même. À l'heure de ce point de presse, l'administration Trump n'a pas nié que les ravitailleurs aient été détruits. Elle n'a diffusé aucune image montrant ces appareils de retour en service. Elle n'a publié aucun démenti formel aux affirmations précises formulées par l'Iran. Ce qu'elle a fait, c'est laisser filtrer, par l'entremise de médias favorables, de vagues reconnaissances de dommages, tout en évitant d'affronter directement toute la portée des affirmations iraniennes. Dans les communications militaires et diplomatiques modernes, cette logique est très bien comprise. Lorsqu'un démenti peut être clair et crédible, les gouvernements le publient immédiatement et bruyamment. Lorsque la vérité risquerait de miner le récit et d'affaiblir le moral, ils se taisent et espèrent que le cycle de nouvelles passera à autre chose avant que quiconque ne commence à relier les éléments. Washington a choisi le silence. Dans ce contexte, ce silence constitue une réponse très précise. Pour une administration qui confond d'ordinaire le volume avec la force, ce silence en dit plus qu'une semaine entière de briefings. Tout cela mène à quelque chose que la couverture dominante refuse de formuler clairement, parce qu'elle continue de présenter chacun de ces développements comme des incidents isolés plutôt que comme des chapitres d'une seule et même histoire. Les États-Unis ne disposent plus, dans l'ensemble de la région du Golfe, de bases sûres, fiables et non perturbées. Leur capacité à soutenir le type de campagne aérienne prolongée et de longue portée sur lequel cette offensive avait été initialement conçue s'est matériellement dégradée. Des avions ravitailleurs sont détruits ou endommagés. Des troupes ont été relocalisées à partir de bases compromises. Des opérations de combat sont gérées à distance depuis des hôtels européens. Des actifs navals absorbent des attaques de missiles à une échelle et à une fréquence pour lesquelles les systèmes de défense n'ont pas été conçus pour tenir indéfiniment. L'Iran en est à sa 84e vague, sans preuve crédible que ses stocks d'armes soient faibles. Les premiers reportages américains affirmant que Téhéran était presque à court de missiles ont aussi mal vieilli que les premières prédictions voulant que cette guerre se termine en une semaine. Les éléments de langage assurés ont expiré bien plus vite que les missiles. Le piège stratégique dans lequel Washington et Tel Aviv se trouvent maintenant comporte 3 issues, et aucune n'est bonne. La première est la négociation, ce qui signifie reconnaître publiquement qu'une campagne lancée avec l'objectif déclaré de provoquer un changement de régime à Téhéran n'a pas réussi à provoquer ce changement de régime à Téhéran. La deuxième est l'escalade, qui risque d'élargir un conflit qui pousse déjà les moyens militaires américains et la volonté politique intérieure jusqu'à leur point de rupture, et qui comporte le danger d'entraîner d'autres acteurs régionaux et mondiaux dans des dynamiques impossibles à contrôler. La troisième consiste à poursuivre l'approche actuelle, ce qui signifie accepter que l'Iran continue de dégrader méthodiquement, vague après vague, l'infrastructure opérationnelle américaine et israélienne pendant que le tableau stratégique se détériore lentement, mais constamment. Aucune de ces options ne s'insère facilement dans un discours de rassemblement, ce qui explique peu être pourquoi le message paraît de plus en plus détaché de la carte. Il n'existe aucune option propre dans cette liste. Chaque voie à suivre comporte des coups qui, il y a 6 semaines, n'étaient même pas censés faire partie du calcul. La fracture entre Washington et Tel Aviv n'aide en rien. La frappe israélienne contre Fordo, menée sans prévenir à l'avance les commandants américains, a créé une cassure dans l'alliance qui ne s'est pas résorbée. Trump a publiquement commencé à prendre ses distances avec la prise de décision israélienne d'une manière qui aurait été impensable au début de cette campagne. On sent de plus en plus, dans les milieux militaires et politiques américains, que les ressources américaines, les vies américaines, les actifs américains et la crédibilité américaine sont consommés au service d'objectifs qui sont d'abord israéliens plutôt qu'américains. Les stratèges iraniens sont parfaitement conscients de cette tension et travaillent activement à l'approfondir, en calibrant précisément leurs frappes pour maximiser les coûts américains tout en maintenant simultanément la pression sur Israël. Quand une politique est construite sur l'impulsion et la gestion de l'image, les alliés finissent par découvrir que la coordination n'a jamais été son point fort. Voilà ce que signifie réellement la 84e vague. Ce n'est pas seulement une attaque militaire. C'est un message livré avec précision aux deux publics à la fois. À Washington, le message est que l'infrastructure dans cette région n'est pas sûre et que son allié ne peut pas la protéger. À Tel Aviv, le message est que l'Iran peut atteindre ses centres de commandement et qu'il n'est pas à court de moyens pour le faire. Le message a été envoyé 84 fois en 28 jours. La réponse du camp, qui était censé mettre fin à tout cela, rapidement a été le silence, l'improvisation et des chambres d'hôtel en Europe. L'image du contrôle total devient de plus en plus difficile à mettre en scène quand le décor s'effondre derrière le pupitre. Les prochains jours détermineront laquelle de ces 3 issues impossibles sera choisie.
quelle qu'elle soit, les conséquences résonneront dans la posture militaire américaine dans cette région pendant des années, peut être des décennies. Chaque développement continuera d'importer au moment même où il émergera, parce que le portrait complet que les briefings officiels et la couverture dominante continuent de laisser incomplet est précisément ce qui explique cette guerre. À ce stade, l'écart entre ce qui est dit publiquement et ce qui se passe réellement sur le terrain est plus large qu'à n'importe quel autre moment de ce conflit. Cet écart, c'est exactement là que se trouve la véritable histoire. Et plus cet écart s'élargit, plus la mise en scène commence à ressembler au dernier refuge d'une politique à bout de souffle. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.